chez Novaxia, jusqu'à 3 mois de salaire en prime peuvent être associés dans le cadre du plan d'intéressement au nombre d'hébergements d'urgence qu'on sera en mesure de créer en période de vacances, au nombre de mètres cubes de réemploi qu'on aura fait grâce au diagnostic réemploi qu'on met en œuvre systématiquement, ou encore au nombre de mètres carrés gérés durablement dans le cadre de nos fonds. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait l'année dernière. Et puis 2020, partage de la valeur créée dans le cadre d'une croissance vive, avec l'ouverture du capital à l'ensemble des salariés, toujours dans cette thématique d'intégrer l'ensemble des salariés dans cette stratégie sens et rentabilité, puisque pour nous, ces deux choses doivent aller ensemble. On est une entreprise privée, rentabilité, c'est le fonctionnement, mais il faut intégrer le sens, et c'est d'ailleurs notre conviction, ce sera la seule manière d'en faire demain. Maintenant, l'urbanisme transitoire, je vous propose de regarder un petit peu avec quelques zooms sur certains projets. Qu'est-ce que l'urbanisme transitoire chez un acteur comme Novaxia? Aujourd'hui, on a une expérience sur le sujet. Tout le monde commence à s'y mettre. Alors, là, je vais vous parler d'anecdotes, mais on a aujourd'hui, nous, fait notamment 2 projets d'urbanisme transitoire dans nos propres bâtiments. À l'époque où Saint-Vincent-de-Paul commençait, j'avais visité avec le PDG le tout début de Saint-Vincent-de-Paul. Aurore avait l'hébergement d'urgence qui était déjà là, et puis il y avait une mixité d'usages qui commençait à être pensée, avec notamment le désormais coopératif Plateau Urbain. Novaxia est rentré sociétaire de Plateau Urbain, rentré au capital de Plateau Urbain l'année dernière, mais aussi Yelsoulcan, avec qui on discute aussi pour faire la mixité d'usage dans l'urbanisme temporaire. On pourra en reparler si vous avez des questions, mais selon nous, la mixité d'usage dans le temporaire est primordiale, puisque ça permet l'acceptabilité du projet vis-à-vis des élus, ce qui n'est pas toujours gagné. À Paris, aujourd'hui, c'est gagné, c'est même promu. Dans d'autres régions, et pour passer à l'échelle, il faut impérativement donner des garanties du fait qu'on peut y arriver et que ça ne posera pas de problème aux élus, aux associations de quartier, en les intégrant directement dans le projet mixte temporaire. Ça, c'est la première chose. Comment on a fait? À Bagnolet, on avait un site, 6500 m². Jusqu'à présent, tout le monde le faisait gardienner. On a rencontré un collectif de jeunes artistes qui s'appelle Le Wonder, qui à l'époque recherchait un lieu. On leur a mis à disposition le foncier gratuitement. On ne payait que les charges. Et ils ont montré un lieu absolument fou, qui a fait, à la 2e année, un partenariat avec le Palais de Tokyo, qui était la scène artistique. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple le DJ La Femme, chanteuse La Femme. Elle a été incubée dans ce centre artistique du Wonder. Vous avez toute une scène artistique qui a été faite. Et aujourd'hui, certains des artistes qui se lançaient, qui jusqu'à présent avaient besoin d'aller dans d'autres pays pour accéder à la population urbaine cible, eh bien, elles devaient partir. Et là, on leur a mis à disposition optimisation en économie de fonctionnalité, si je reprends les mots, optimisation du foncier, lutte contre l'étalement urbain, il y avait moins de demandes puisqu'il y avait des mètres carrés vacants. Et bien sûr, il y a toute une richesse culturelle et artistique qui s'est créée. On a mesuré, bien sûr, pour nos investisseurs, tout ce qui avait été fait, avec preuves associées. On a regardé 572 artistes invités, en France et internationaux, 14 000 visiteurs sur la durée temporelle. Ce site-là aurait été vide, gardienné, et n'aurait pas créé d'impact extra-financier. Non seulement ça a donc servi durant la période temporaire, et puis on s'est rendu compte d'une autre chose, c'était il y a quelques années, c'est que le site qui était vacant et pas forcément foufou en termes d'attractivité, ben, ça a donné à voir qu'on pouvait faire quelque chose à Bagnolet sur ce site-là, qui pouvait attirer du monde, notamment une population parisienne, et donc ça a donné à voir sur le projet pérenne toute la chance qu'on pouvait faire quelque chose dans ce projet. Le bâtiment, aujourd'hui s'appelle le Wonder, il est commercialisé, et bien sûr, les œuvres artistiques créées par le collectif se retrouveront dans le bâtiment une fois pérenne. Deuxième sujet, je vais moins y revenir, il y a toute une documentation, et encore une fois on pourra en parler, mais pour pouvoir aborder d'autres sujets, j'éclipse un petit peu ce sujet, mais dans un immeuble au cœur de Paris, hôtel particulier, là encore, mixité d'usage, avec Aurore, il y a l'hébergement d'urgence, 17 bénéficiaires, premier théâtre immersif qu'on a accueilli avec une troupe de théâtre, et encore un incubateur d'associations et d'entreprises sociales liées à l'immobilier durable ont été dedans gratuitement via Plateau Urbain, ou avec un loyer minime, gratuitement et le mauvais terme, dans le cadre de ce chantier, avant chantier, dans le cadre de ce bâtiment. Le fonds de dotation, je vous en ai parlé, mais donc, étant donné qu'on a compris le temporaire, c'était l'urbanisme de demain.
parce que l'urbanisme de demain, on le voit, les usages dans les bâtiments bien en activité, se réduisent. Vous avez de moins en moins d'acteurs en cœur de ville qui durent longtemps, la transformation des usages. Donc tout ce qui est pérenne est en train de se raccourcir et tout ce qui est temporaire est en train de se développer. Et donc il y a une jonction qui est en train de se faire. Nous, on est convaincus que c'est en train de se passer et donc on veut soutenir tous les acteurs innovants du temporaire, qu'ils soient dans nos bâtiments ou pas. Et donc avec le fonds de dotation, on a déjà soutenu 4 projets. On a soutenu 4 projets temporaires qui bénéficient de conventions d'occupation temporaire. C'est comme ça qu'on les cible, notamment à Saint-Germain-en-Laye, Bobigny, Saint-Denis, à chaque fois avec une richesse d'innovation et d'acteurs extraordinaire qui nous permet de tester des nouveaux usages et de les présenter, et je vais en venir là, dans le cadre de concours. Ensuite, on peut présenter, puisqu'on les a testés, on les a expérimentés, on a déjà fait des partenariats, on a vu que ça marche dans le cadre d'un foncier moins cher, et puis ensuite on peut le pérenniser, en tout cas leur proposer des lieux avec des baux plus longs. Ça, j'y reviendrai pas, je vous en ai rapidement parlé. On est au conseil d'orientation, par exemple, du labo de l'ESS, ou encore signataire de charte avec Plateau Urbain, dont nous sommes sociétaires. Ça vous a été dit de manière plus précise, donc je n'y reviendrai pas. Et je voudrais terminer par un projet. On en a bien sûr bien d'autres. Je serais très heureux, par exemple, de vous parler du projet Nouvel Hôtel-Dieu, dont on a été lauréat l'année dernière, sur lequel on travaille, qui lui aussi porte la transformation immobilière dans son cœur même de développement. Mais voilà un autre projet, puisque selon nous, il dit beaucoup de choses en fait sur beaucoup plus que Novaxia. Il dit quelque chose sur Novaxia, c'est qu'on transforme un immeuble, c'est l'ancien conseil départemental du 92, des Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, le conseil départemental a déjà migré et vendait son bâtiment. Concours, appel d'offres, 20 offres ont été présentées. Il faut bien vous dire que ce bâtiment, de 41 000 m², il y avait des bureaux fonctionnels lorsqu'il était mis en vente. Sur les 20 offres présentées, 19 groupements ont proposé de le raser et d'en faire un plus gros, plus massif, sur tout autour. Vous voyez l'espace végétalisé, là il y avait du béton. On n'a pas vu précisément, en tout cas c'est ce qui nous a été dit, c'est qu'il y avait un immeuble beaucoup plus important, beaucoup plus de béton. Et surtout, on démolissait les 41 000 m² actuellement fonctionnels. Et puis, fort de tout ce que je viens de vous dire, Novaxia et son groupement, notamment avec le cabinet d'architecte La Nouvelle AOM, on a proposé une chose qui nous paraissait tout à fait évidente, c'était de transformer le bâtiment sur lui-même. Donc on garde les structures, on transforme l'usage, on met un peu au goût du jour, on améliore bien sûr la performance énergétique du bâtiment, sur tout ce qui est vitrage, mais on transforme. On était les seuls à le faire. Et on a gagné un énorme projet. Aujourd'hui, cet immeuble, nous avons donc la tâche de le transformer. Mais on était les seuls à proposer de le transformer. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans la tête des autres, peut-être même du secteur public, pour ne pas penser à la transformer? Ça nous a posé beaucoup de questions. Et puis la deuxième question qu'on s'est posée, quand je dis on, c'est à chaque fois vraiment toute l'entreprise. La deuxième question qui s'est posée, c'est, mais écologiquement, c'est un non-sens de le détruire. Et donc là, on a regardé les impacts. Alors si c'était l'équipe développement durable innovation, on m'aurait dit, je prêche pour ta chapelle. Donc on a pris un cabinet indépendant. Et on leur a dit, voilà les chiffres de notre projet de transformation. Regardez, sur plan, sur ce qui a été proposé. On a calculé. Par rapport au bâtiment, et ça c'est très très important selon nous à vraiment prendre en compte. Le bâtiment tel qu'il est, actuellement, c'est une passoire énergétique. Par rapport à la transformation, sur toute la durée de vie, l'unité qu'on a pris en compte pour l'analyse du cycle de vie, c'est 30 ans. Si on prend 30 ans de durée de vie du bâtiment transformé, ce qui nous semble plutôt correct, nous, avec notre projet, on va diminuer la facture carbone de moins 25% par rapport aux émissions de gaz à effet de serre liées donc aux consommations énergétiques du bâtiment actuel. Mais ce qui nous a beaucoup plus frappé, c'est que se passe-t-il sur la facture carbone si on le détruit? Et là, on en fait un bâtiment magnifique, neuf, flambant neuf, avec les nouveaux matériaux. Que se passe-t-il sur la facture carbone? La facture carbone entre la passoire énergétique actuelle et le bâtiment neuf au dernier label, c'est plus 15% d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Puisque la consommation énergétique durant la phase d'exploitation ne représente en moyenne que 1% du total du bilan carbone. Le bilan carbone se situe bien en amont,
il se situe dans le premier R, la réduction. Et la réduction de la consommation de béton, ça veut donc dire aller chercher moins de sable souvent au fond des mers, moins de dragage, etc. etc. Moins de camions qui viennent aussi apporter le sable, moins de travaux, moins de camions dans l'autre sens, puisqu'on le détruit beaucoup moins, on le transforme. Et donc tout ça, plus 15%. Ça veut dire que du point de vue climat, il vaut mieux laisser un bâtiment actuel fonctionnel que le détruire pour le réemployer. Et argument de plus, nous on aime bien développer. Donc on est preneur tout de même de bâtiments pour les développer. Et alors nous, c'est la transformation. Facture carbone, moins 25% sur l'unité fonctionnelle que je vous ai présentée. On a regardé la facture énergétique pour le futur propriétaire ou locataire. Facture énergétique divisée par 4 par rapport donc à l'heure actuelle. Et puis on a regardé le sable. Le sable qui est une thématique, pour ceux qui savent, qui commence à devenir vraiment tendue. Et démolir plus reconstruire, on consomme 2000 m3 de sable. Alors je ne vais pas vous mentir, transformer ça consomme un peu de béton puisque on transforme un petit peu. Et c'est 600 m3 de sable. L'équivalent, c'est donc 350 m3 de sable économisé avec le projet, entre un projet qui réduit la facture carbone, divise par 4 la consommation énergétique, et notre projet, voilà, on a un impact, mais un impact extrêmement réduit par rapport aux autres. Et donc dans le cadre de toutes les réflexions sur l'objectif neutralité carbone, la stratégie nationale bas carbone, le plan climat, le ZAN, nous on fait que du développement, de la transformation. Donc on est convaincu de ce qu'on fait, et on veut porter à l'attention des décideurs, des autres acteurs aussi, que tout ce que je viens de vous proposer, la première raison, même si ça nous coûtait plus cher, je pourrais vous dire que le premier avantage, c'est que ça nous a permis de gagner. Déjà, c'est un peu la nouvelle donne, c'est-à-dire qu'il faudra faire de l'immobilier comme ça demain pour réussir. La deuxième chose, c'est que de notre retour d'expérience, étant donné que ça n'est pas la seule opération, on commence à chiffrer ça pour le donner un petit peu aux décideurs, c'est qu'on a beaucoup moins de recours. Pourquoi? Parce que beaucoup moins de travaux. Et donc l'ensemble du quartier va être beaucoup moins impacté par un grand chantier. Et donc, moins de recours, ça veut dire qu'on porte l'immeuble moins longtemps. Pour les investisseurs, ça fait sens. C'est moins de coûts, moins de charges. Donc financièrement, on s'y retrouve aussi. Et troisième chose, c'est qu'il y a des architectes, pas tous, mais certains savent faire, transformer un bâtiment sur lui-même. Et puis il y a des opérateurs et des conseils qui savent aussi faire. Donc nous, on est convaincus que c'est l'urbanisme de demain. De toute façon, la prise de conscience est assez totale. On veut attirer l'attention sur le fait que ça fait sens sur le point de vue environnemental. On veut aussi attirer l'attention des autres du secteur pour passer à l'échelle qu'il faut culturellement changer sa méthode de faire. Pourquoi 19 proposer de raser et reconstruire à neuf? Est-ce que c'est pas la ligne de production de la Forté appliquée à l'immobilier? Voilà. Et donc c'est aujourd'hui en train de se faire, et on est convaincu que nous, ça réussit, puisque donc, je vous ai rappelé, on croit fortement, et on voit bien que les appels à projets publics, dont je vous en ai cité plusieurs, mais on peut en citer bien d'autres, nous permettent de croître fortement, puisqu'on est les seuls ou les rares à avoir cette expérience désormais, puisque maintenant on parle d'expérience sur le transitoire, sur la nouvelle manière de faire, et d'ailleurs de faire entreprise. Je vous ai parlé du plan d'intéressement. Pour une entreprise de l'immobilier, je n'ai pas les chiffres, mais nous avons une moyenne d'âge de 35 ans et 56% de femmes, dont des postes au top management, dans la société Novaxia. Ça vous donne aussi qu'en interne, il y a une nouvelle manière aussi de concevoir, à la fois le partage de la valeur créée, la manière de faire les choses, et puis la méthode de recrutement. Voilà. Donc nous, on est convaincus que ça va marcher. Si les autres ne se transformeront pas, on arrive. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour la présentation de vos activités et ces pistes intéressantes. L'idée, c'est bien d'avoir un débat après avec la salle, mais justement, peut-être pour le relancer, on a prévu deux questions avec l'Institut. Donc, répond qui veut répondre. Vous pouvez répondre tous les trois, vous avez aussi le droit de ne pas répondre. Vous avez déjà commencé à l'esquisser, mais quels sont, selon vous, les verrous les plus importants à faire sauter pour pouvoir passer à l'échelle de tous ces projets pionniers? Donc voilà, est-ce qu'ils sont institutionnels, est-ce qu'ils sont législatifs, est-ce qu'ils sont culturels? Déjà, on a souvent la question, parce que c'est des sujets
tendance et à la mode, et donc on nous dit ah mais qu'est-ce qui vous empêche de... Et en fait, on a ça soit justement de gens qui font la loi, soit de gens, on avait le congrès national des déconstructeurs. Les gars, ils disent oui mais tout ça c'est bien beau, mais tu fais mais en fait aux deux on répond la même chose. À aujourd'hui, il y a globalement rien de législatif qui nous empêche de le faire. C'est-à-dire qu'on sait le faire, il y a des choses, des seuils qui pourraient monter, mais si déjà avec les outils qu'on a, l'arsenal qu'on a aujourd'hui à notre disposition, on le maximisait, on serait déjà, on serait déjà en surchauffe. Toute l'économie circulaire serait déjà en surchauffe si on maximisait. Donc c'est pas la loi, c'est une fausse excuse pour dire oui mais ils nous laissent faire que 30%, mais faisons 30% quoi. Si déjà tous les acteurs font 30% de recyclé sur... parce que c'est les deux côtés d'une même pièce, et si on consomme moins, ça va être plus facile d'aller, effectivement, les 600, les quelques mètres cubes dont on a besoin, bah, on va les faire correctement. Et là, si on les fait correctement, effectivement, réglementairement, il n'y a rien. Culturellement, on voit il y a un changement en 2, 3 ans, 4 ans qui est juste hallucinant. Et j'aimais bien le coup des 13 ans de la voiture. 13 ans, il y a 13 ans, c'était la naissance de l'iPhone. Ouais, tout à fait. Donc en fait, ça peut aller super vite. Moi, j'étais dans la grande distribution avant, c'est pareil. Tu te balades dans un hypermarché aujourd'hui et il y a 5 ans, enfin, on a l'impression que ça bouge pas. Et il y a 25% des allées, c'est du bio et du local. Tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Un hypermarché, c'est schizophrénique de faire ça. Et donc ça bouge super vite. La culture a vachement changé. Il reste que aujourd'hui, on a tendance, et pourquoi les 19 ils répondent on va déconstruire et refaire, c'est que tout ça est en train d'arriver sur un cadre qui est quand même ancienne façon de faire. Et donc quand les gens disent ouais mais tout ça, si on mettait tout en place, ça coûterait beaucoup plus cher tout. C'est oui, si on fait ça avec les mêmes méthodes qu'avant, les mêmes process, les mêmes gens, les mêmes façons de penser, ça coûte plus cher, c'est plus long, c'est plus galère. Si tu casses les carcans et que tu dis bon bah de toute façon, vu que ça sera comme ça, il va falloir penser différemment, et que dès avoir pensé le projet, tu vas te dire et on a pensé au truc de réhabiliter, enfin on nous l'a pas demandé expressément dans l'appel, mais ça se trouve, on peut répondre à la question en faisant ça. Si tu ne poses pas cette question de base et tu dis pas on va faire différemment d'habitude et donc mon modèle économique va être différent, tu n'auras pas la bonne réponse. Et donc c'est là où c'est super dur pour les incubants. C'est les leaders d'aujourd'hui, ils ont à perdre, ils ont des modèles économiques en place, ils ont des rentabilités à aller chercher. C'est pour ça que c'est dur de changer. Parce que tu dis à quelqu'un dont bah ouais, son intéressement à la fin de l'année, il repose sur ça. Sur la façon dont ses boss ils vont juger son projet, c'est s'il remplit les bonnes cases. Et, sauf que les cases, c'est plus les bonnes. Donc le temps de faire changer tout ça, même quand tout le monde a envie, ça prend vraiment longtemps. Et c'est valable pour les trois, je pense. Peut-être deux anecdotes sur ça, pour faire parler aussi ce sujet de culture. L'une des choses sur le réemploi, on le voit bien, donc les diagnostics réemploi on les fait, mais c'est vrai que c'est très difficile parfois de trouver les exutoires, pour comment les valoriser. L'une des choses à faire, qu'on commence à faire, puisqu'on a, ça y est, une taille qui nous permet de le faire, c'est de faire travailler ceux qui font les diagnostics réemploi de sites qui ne sont pas encore en chantier, puisqu'on fait les diagnostics souvent avant le curage, avant, avec les architectes de projets sur lesquels on commence donc à travailler avec les architectes. Et ça, c'est des choses, on a l'impression de bousculer beaucoup de choses. Là, on a un projet rue Saint-Charles à Paris, nous faisons venir des personnes qui font les diagnostics réemploi autour de table avec les architectes du projet rue Saint-Charles. Alors, vous voyez, culturellement, il y a des choses qui se passent, puisque les architectes pensent architectes, et puis on commence à leur dire, alors il ne faut pas penser juste esthétique, fonctionnalité, il faut aussi intégrer comme une contrainte le fait qu'il va falloir me réemployer X mètres cubes de bois, tôle, etc. Et ça change un petit peu la manière de faire, et souvent il y a des très très belles choses qui naissent de ça. Donc première anecdote, mettre autour de la table des gens qui ne se parlent pas d'habitude, parce que c'est juste pas la méthode. La deuxième chose, c'est sur l'urbanisme transitoire. Chez Novaxia, souvent c'est les salariés qui viennent me chercher, ils me disent on a un bâtiment vide, on vient de l'acheter. Il faut en faire quelque chose. Moi ça me paraissait un peu évident, venant pas du monde du tout de l'immobilier, mais du monde de l'environnement. Oui, ça me paraissait super, en tout cas, super engagé. Et puis j'en ai parlé avec d'autres acteurs de l'immobilier, quand je leur ai dit pourquoi vous n'en faites pas. Ils m'ont dit mais à quoi ça nous sert, je cite, et j'anonymise, mais à quoi ça nous sert de faire des parkings pour gitans? Voilà, aujourd'hui, c'est ça la perception concrète de l'urbanisme transitoire. Voilà pourquoi les 1,5 million de mètres carrés qui sont vacants en Ile-de-France ne sont pas utilisés, en grande partie. Voilà, pour moi, vraiment l'une des choses à changer culturellement. Il faut bien sûr une prise de risque, et donc des dirigeants, chez Novaxia, c'est Joachim Avant, président fondateur,
qui veut bien prendre le risque, quand on lance Bagnolet, de se dire, un peu fou, hein, oui, je vais passer les clés de mon immeuble à un collectif de jeunes artistes, et on ne va pas leur demander ce qu'ils font le soir, quand les lumières commencent à briller un petit peu dans notre immeuble, mais il va se produire quelque chose. Et donc ça, c'est aussi une méthode, une prise de risque qu'il faut avoir, au niveau vraiment de la direction. Enfin, c'est la seule question, hein, comment on arrive à faire bouger les choses. Donc oui, il y a une envie qui se développe. Moi, quand j'ai monté ma boîte en disant que je ferais que de la ville sur la ville, on m'a regardé gentiment, hein. Un peu comme quand j'ai dit que j'ai arrêté de manger de la viande en semaine. Vous voyez, bon, ok, il va faire son truc. J'ai beaucoup trop de boulot et maintenant je suis écouté. Donc oui, il y a une envie. Pour autant, je pense que le gap culturel, il est loin d'être passé en effet. Il est très très loin d'être passé parce qu'il y a des opposants. C'est les mêmes qui vont tweeter contre Greta, etc. etc. Ils sont en poste. Attention, ils sont en poste, ils sont décisionnaires. Donc il y a un certain nombre là d'éléments qui sont des éléments bloquants. Moi j'ai compris une chose en travaillant de façon un peu intensive là-dessus, c'est qu'il ne faut surtout pas s'en occuper.